Dimanche 24 mai 1750, dans l'après-midi, les Parisiens viennent en foule de promenade dominicale visiter la rue de la Calandre, la place de la Croix-Rouge et la rue Saint-Honoré. C'est un joli spectacle. Façades lapidées, vitres brisées, des débris partout. La police est sur les dents, partout. On dit des horreurs sur le roi. Des rumeurs disent qu'il faut aller brûler le château de Versailles qui a été élevé aux dépens du peuple. On installe la troupe sur le pont de Sèvres et le défilé de Meudon, passage obligatoire pour aller à Versailles. Des arrestations ont eu lieu, il va y avoir un procès. Le Parlement va entrer en scène. On a deux versions possibles, deux explications possibles à cette affaire. Soit les policiers, ayant reçu l'ordre d'arrêter des mendiants, ont abusé de leur autorité pour enlever des enfants afin d'extorquer de l'argent à leurs parents. Ce sont donc des abus d'agents subalternes pour raison de cupidité. C'est donc du vol, de l'extorsion, du racket, dirions-nous. Soit les enlèvements ont été ordonnés. Il s'agit donc de traite d'êtres humains, c'est autrement plus grave. Lundi matin, l'affaire s'est passée un samedi, lundi matin, retour du Parlement des vacances de Pentecôte. Messieurs du Châtelet, c'est le tribunal de police, et le lieutenant général de police demandera à être entendu par messieurs du Parlement, la Cour souveraine. On les reçoit immédiatement. Voici ce que dit Berryer. Des gens mal intentionnés et dans la vue de troubler le repos des citoyens ont affecté de répandre des faux bruits en disant qu'il y avait des personnes chargées d'enlever des enfants. Dans ces circonstances, ils croient ne pouvoir faire mieux que d'en instruire la Cour et d'attendre de sa prudence qu'elle veuille bien prendre des mesures nécessaires pour rassurer les esprits et punir les coupables et par là rétablir la tranquillité publique. Ils dénoncent donc des broutilles, des faux bruits, des gens qui peuvent semer le trouble et un peuple assez imbécile pour le suivre. On a bien vu que ce n'est pas des faux bruits, que les enfants étaient bel et bien enlevés. L'avocat du roi, ce qu'on appelle le parquet, Lefebvre d'Ormesson, demande et écrit qu'il sera informé tant des émotions populaires et assemblées qui ont été faites dans cette ville et faubourgs de Paris contre ceux qui auraient répandu le faux bruit d'ordre donné pour enlever des enfants et auraient occasionné par là les différentes émotions qui sont arrivées, et même contre ceux qui se trouveraient coupables des enlèvements, si aucun il y a. On va donc poursuivre ceux qui diront avoir reçu des ordres d'enlever des enfants. Mais ils en avaient tous dans les poches et ils les ont montrés. Et en plus, on va mettre sur le même pied les émeutiers et les enleveurs. Et ces derniers se verront interdits de se défendre, puisqu'on n'aura pas le droit de dire qu'on a reçu l'ordre. On désigne Aimé Jean-Jacques Sevère pour diriger l'information. Les termes de l'avocat que je viens de lire sont placardés dès 11h du matin au carrefour de la ville. Les gens les arrachent en crachant. Quelqu'un dit qu'il peut se torcher le cul avec ce bel arrêt qui ne leur rendra pas leurs enfants. À cette date, il en manque encore. Ils sont à l'hôpital général, je les ai trouvés, notamment le fils Annick, il y est encore. Les affiches sont maculées, arrachées, et on procède à des arrestations de gens qui ont maculé des affiches. Et pendant ce temps, des enlèvements d'enfants continuent à Vincennes, à Bagnolet, à Vitry, à Saint-Cloud. Et le peuple leur tombe dessus, à bras raccourcis, à Orléans, à Toulouse, à Lyon, à Vienne. Des enlèvements d'enfants se font dans tout le royaume. Information incidente. Aimé Jean-Jacques Sevère, chargé de l'instruction du procès des enleveurs d'enfants et des émeutiers, instruira dans quelques années le procès de Robert-François Damien. Qui pouvait être responsable de ces émeutes et de ces exactions? Le roi? Il est fou d'imaginer que pareille exaction ait pu être ordonnée par le monarque, dont la responsabilité n'est pas pour autant engagée, parce que Berryer était l'homme de la Pompadour et le roi laissait à la Pompadour faire ce qu'elle voulait. La Pompadour était liée par la naissance au milieu d'affaires et aux faiseurs d'argent. Le roi a eu vent de la fable d'un prince ladre qui prenait des bains de sang d'enfants. Il est ulcéré qu'on puisse laisser supposer qu'il enlèverait des enfants pour les égorger et se baigner dans leur sang. Il a raison d'être ulcéré. Il aurait raison d'être ulcéré si c'était vrai, mais ce n'est pas lui qui est en cause. Et de toute façon, cette fable, pour autant que j'ai compris, a été propagée pour détourner l'attention sur des faux enlèvements pour qu'on ne voit pas les vrais enlèvements. Donc le roi dément fermement avoir donné aucun ordre d'enlever des enfants, ce qui n'interdit pas que quelqu'un d'autre ait donné les ordres. En l'occurrence, on connaît le nom, c'est Nicolas René Berryer.
Un jour que le roi va de Versailles à Compiègne, il refuse de passer par Paris. Il dit « Et quoi ? Je me montrerai à ce vilain peuple qui a dit que je suis un Hérode ». Il contournera Paris désormais en traversant à Saint-Ouen. On appellera cette route le chemin de la révolte. Le roi n'a retenu de ce que j'ai appelé la marche rouge, c'est-à-dire de cette fureur populaire, que l'affront personnel que cela lui faisait. Entre le peuple et lui, le gouffre est béant. Jean-Jacques Sevère, chargé de l'instruction, fit procéder à une trentaine d'arrestations. On convoqua 225 témoins, dont les témoignages constituent l'épais dossier dont je me suis servi. Ils déposeront entre le 27 mai et le 26 juillet. Parmi les arrêtés, on a 6 preneurs d'enfants, Sébastien Leblanc, Julien d'Anguisy, Jean-Auguste Amar, Antoine Sevère, Joseph Fayon et enfin Jacques Bruxelles. Ni Emmanuel Giraud ni François Mille qui enlevèrent à qui mieux mieux. Ils seront témoins à charge. Ni Jean Pousseau, le fameux de l'affaire de la rue Saint-Honoré, décidément très protégé. 12 émeutiers parmi les lanceurs de pierres, meurtriers de l'abbé ou ceux qui violèrent le domicile du commissaire ou ont tenté d'y mettre feu. Donc 12 émeutiers, 6 preneurs d'enfants et 13 lampistes pour des broutilles, des gens qui ont donné des gifles, arraché une affiche. Le 29 mai, l'arrêt est placardé partout qu'il n'y a pas eu d'ordre de police pour arrêter des enfants. Tout le monde sait que c'est faux. S'il y a eu des enfants arrêtés, que leurs parents se présentent pour en obtenir l'élargissement. La Gazette d'Amsterdam, presse en soutien à la janséniste qui imprime à Amsterdam à l'abri de la police française, la Gazette d'Amsterdam du même jour rapporte qu'à Paris, des émotions populaires ont été occasionnées par des faux bruits. Ce qu'on appelle un faux bruit, c'est une rumeur mal fondée. Tout le monde ment, il n'y a eu aucun faux bruit, il n'y a eu que d'authentiques enlèvements réels et rémunérés. Tout le monde ment dans cette affaire. Berryer va raconter au juge qu'un mystérieux homme en noir a été vu samedi 23 mai distribuant de l'argent devant chez le commissaire Laverger pour exciter la foule. C'est cette version de Berryer qui sera retenue par le duc de Luynes dans ses mémoires et également par le marquis d'Argenson. Cette version-là arrange les gens. Le peuple est manipulé, le peuple ne veut rien par lui-même, il est trop bête. S'il se révolte, c'est qu'on le paye à ça. Personne ne veut comprendre que le peuple de Paris s'est révolté parce qu'on lui volait ses enfants. L'interdiction de mentionner qu'on ait reçu des ordres d'enlèvement d'enfants ne fut pas respectée à Paris. Les agents de Berryer se défendirent comme des diables et montrèrent au juge les ordres qu'ils avaient reçus, ainsi que les échanges de correspondance qu'ils avaient eus avec Berryer. Mais comme Berryer était suffisamment habile pour n'être pas complètement explicite, il a pu s'en sortir en disant que ce n'était pas exactement ça qu'il voulait dire, mais tout le monde avait compris, et tout le monde avait compris qu'il payait surtout pour ses prises. Au même moment, pendant cette période d'instruction de l'affaire des enlèvements d'enfants, 2 homosexuels, Jean Diot, âgé de 40 ans, et Bruno Lenoir, âgé de 24 ans, ont été arrêtés en janvier pour crime de sodomie sur la voie publique, rue Montorgueil. L'arrestation était banale. Arrêter des homosexuels pris en flagrant délit, c'était la règle, disons. Et elle se terminait en général par une admonestation et une proposition des homosexuels coupables d'entrer dans la police pour servir d'indicateur. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Je suppose que c'est encore comme ça que ça se passe. Le 8 juin, donc ils ont été pris en janvier, le 8 juin 1750, ils ont été condamnés tous les deux à être brûlés vifs, mais leur peine a été commuée immédiatement en séjour à Bicêtre. C'est comme ça qu'on s'y attendait. On fait les gros yeux. C'est-à-dire que c'est pas le crime d'homosexualité, c'est la sodomie, c'est la place publique quand même, c'est autre chose. C'est pas pour ce qu'ils étaient, mais c'est pour ce qu'ils faisaient qu'ils ont été arrêtés. Donc tout le monde s'attendait à ce que la peine soit commuée en séjour à Bicêtre. Si on avait dû brûler tous les homosexuels de Paris, ça aurait fait des gros bûchers, il fallait qu'on garde du bois pour se chauffer l'hiver quand même. Et voilà que le 6 juillet, un coup de théâtre ébranle la ville, on apprend que les 2 homosexuels vont être brûlés en grève. On ne disait pas homosexuels, on disait des sodomites. On apprend qu'ils vont être brûlés en grève. Personne ne comprend pourquoi une telle sévérité. Il faut savoir qu'on les a étranglés, on ne les a pas brûlés vifs, on les a étranglés avant, et c'est leur cadavre qui s'est consumé face à l'hôtel de ville. Pourquoi les autorités ont-elles fait ça? On ne comprend pas, c'est une sévérité inhabituelle. Il n'y a pas de précédent. Tous les homosexuels qu'on a exécutés avant cela, ils n'ont jamais été exécutés pour autre chose que corruption, pédophilie, meurtre. C'était jamais pour sodomie à soi tout seul.
Eh bien, on peut imaginer que pour donner le change et faire taire de vilaines rumeurs sur la destination des enlèvements d'enfants, on a été sévère à bon compte envers 2 homosexuels qui n'étaient protégés par personne parce qu'ils venaient du peuple. C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut retenir. Le samedi 1er août sont interrogés les 20 accusés sur la sellette. Le peuple est présent en masse au palais. On a posté des archers sur toutes les issues de la grande chambre. Des régiments de gardes françaises et de gardes suisses sont prêts à marcher des 4 coins de la capitale. Le guet à cheval est présent tout autour du palais de justice. Jamais de mémoire d'homme on n'a vu le palais de justice gardé, comme il va l'être ce jour-là. La rumeur court que des ordres ont été donnés de ne pas charger la police. Et la rumeur court, toute la ville en parle, y compris les mémorialistes. C'est-à-dire que les gens savent que des ordres ont été donnés aux juges d'être cléments avec les exempts. Toute la ville retient son souffle et la sentence tombe. Le jeune François Urbain, le brocanteur de 17 ans qui avait mené la cabale rue de la Calandre, est devant le fourbisseur du pont Saint-Michel. Le charbonnier Jean-Baptiste Lebeau, blessé le 16 mai rue des Non-Indières. Il a 24 ans. Et le portefaix Jean-Baptiste Charvaz, 24 ans également, qui avait frappé l'abbé, sont condamnés à être pendus. 6 exempts preneurs d'enfants sont condamnés à 3 livres. 3 livres d'amende, 90 €. Tous les autres sont relaxés. Une clameur soulève les voûtes du palais. Les familles en pleurs se précipitent en hurlant « C'est ça la justice, c'est ça le Parlement !» Tout le monde comprend que les juges auraient pu appliquer des peines symboliques, fortes mais égales, entre émeutiers et preneurs d'enfants. Il fallait bien faire respecter au moins un semblant d'autorité. Il fit le choix de l'infamie, la mort pour 3 jeunes gens défenseurs de la cause la plus légitime qui soit, dont le premier, François Urbain, n'avait pas de sang sur les mains. Une condamnation ridicule pour les exécutants zélés d'ordres indignes. Lundi 3 août, par crainte des réactions populaires, le jugement n'a même pas été affiché, ou très parcimonieusement. L'échafaud devait être dressé place de Grève et il le sera finalement au cimetière Saint-Jean. Parce que la place est plus petite, elle est facilement cernable par la police. On y déploie 1500 soldats. Tout Paris est sillonné de gens en armes. On retira même les toiles cirées sur les échoppes des marchés car elles tenaient par des piquets qui pouvaient servir d'armes. La foule s'amassa dans tout le quartier, sur les ponts et jusque sur la rive gauche. La foule était dans la rue. Les mousquetaires avaient l'ordre de se tenir prêts à monter à cheval au premier ordre. Paris était en état de guerre. L'heure de l'exécution arriva. La foule attendait un miracle, la grâce du roi. D'un mot, le roi pouvait sauver les condamnés. La foule cria « Grâce, grâce, grâce !» Le charbonnier Lebeau monta le premier. « Grâce, grâce !» reprenait la foule de plus en plus fort. Le bourreau hésita et fit redescendre Lebeau d'une marche, croyant que la grâce allait arriver. Les autorités craignirent un mouvement et donnèrent l'ordre de tourner les baïonnettes du côté de la foule. Ça fit un grand rond qui fit reculer le peuple. Des gens furent piétinés et d'autres prirent la fuite. Pendant ce temps, Lebeau fut pendu. Le brocanteur François Urbain pleurait, criait qu'il ne voulait pas mourir. Il avait 17 ans. « Grâce, grâce !» criait la foule. Il fut pendu. Et ensuite Jean-Baptiste Charvaz. Paris fut sillonné de patrouilles pendant toute la nuit. Les 3 malheureux furent considérés comme des martyrs et leurs familles ne furent pas déshonorées de leur exécution. C'est rare, une exécution déshonore tout le monde. Une messe de requiem fut dite à l'église des Carmes de la place Maubert pour le repos de l'âme de Lebeau. Le fossé se creusait entre les autorités et le peuple. Quelque chose était cassé au royaume de France. Le peuple a ses petites vengeances. Le 25 août, un exempt du Châtelet, Louis Duvaux, pria le commissaire Rochebrune de venir à son domicile, rue des Lavandières, près de Maubert, objet de sa plainte. Depuis des semaines, tous les matins, il trouve un gros placard devant sa porte. Il a froncé les sourcils, il avertit les voisins, si ça recommence, mais tous les matins. Un jour, au moment de l'exécution des 3 émeutiers, il trouve un gros paquet de la même chose sur la fenêtre de son salon. Quelques jours plus tard, pareil à la fenêtre du second étage, puis sur une autre fenêtre. Très fâché, il se plaint de nouveau aux voisins. « Attention à vous, vous allez voir ce que vous allez voir. » Pas de réaction des voisins, qui rigolent. 3 jours plus tard, il trouve sur sa fenêtre du second un nouveau paquet si gros et si rempli de toute la merde qui se répandit sur la fenêtre du premier. « Ah, mais ça va pas se passer comme ça, je suis de la police, moi j'ai le bras long !»
Ce mercredi 25 août, précisément au moment où il arrive avec le commissaire à 9 h du matin, il trouve qu'un carreau est cassé. Il monte voir et trouve des noyaux de prunes et un paquet de linge plein de sang et d'excréments qu'on lui a envoyés par la fenêtre. « Voyez, monsieur le commissaire, vous êtes témoin. » Le 31 août, enfin, Louis Duvau déposa une nouvelle plainte. On l'avait menacé de lui couper les bras et les jambes et même un morceau de viande sur le visage. Les policiers avaient la vie dure quand même.